Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog et on va démarrer immédiatement par les trucs que j'ai vu récemment et dont j'ai pas parlé en vidéo individuelle. Je vais commencer par Kandahar avec Gerard Butler que j'ai bien apprécié mais sans plus. J'en ai longuement parlé dans le live de la 7ème dimension il y a quelques jours chez le copain John Ellie, où on a bien rigolé d'ailleurs. Il y avait également Steve de la chaîne Revue et Fouad. C'est vraiment un super live. Ouais, on était un peu tous d'accord pour dire que ce film là il n'était pas désagréable à regarder, mais qu'on l'aura tous oublié dans 3 mois et voilà, peut-être même dans 3 semaines en fait. Donc bref, voilà, je peux pas dire que je le recommande, je peux pas dire que je le déconseille, mais c'est tellement convenu, enfin bon, j'avais fait la remarque que dans le même genre de film en fait c'est un style auquel je suis plus trop sensible. Ouais, j'ai reparlé de En territoire ennemi avec Owen Wilson, que j'avais beaucoup apprécié, que j'ai revu même je crois 3 fois dans ma vie, donc à chaque fois je trouve ça génial. Mais parce que là j'expliquais aussi qu'il y avait tout un truc, Owen Wilson c'est pas un physique à Gerard Butler, enfin bon bref. Il y a plein de trucs à expliquer. Mais dans le même style, j'ai vu hier The Covenant et je dois dire que là je me suis fait une baffe. Magnifique film, j'aurais pu en faire d'ailleurs une vidéo indépendante. Mais le duo Jake Gyllenhaal et Dar Salim, incroyable, les deux hyper crédibles, ça va à 1000 à l'heure. Et j'ai trouvé que c'était carrément émouvant. Enfin vraiment, je suis complètement rentré dedans. À la fin, j'étais scotché. Je trouvais ça vraiment très bon. Donc celui-là, par contre, si vous l'avez pas vu, The Covenant, je vous le recommande totalement. Kandahar, c'est un peu une perte de temps, de mon point de vue. Mais si on est fan de ce style de film, c'est très agréable à regarder, quoi. Mais bon, voilà. Alors, film de requin. J'ai vu aussi The Black Demon, et là c'est très problématique. C'est vraiment une purge absolue. C'est ignoblement débile. C'est-à-dire que c'est pas juste que c'est bête, parce que oui, souvent les films de requins c'est pas hyper finaux, c'est pas non plus ce qu'on leur demande. Mais là, les dialogues entre les personnages, très franchement, c'est compliqué. C'est compliqué de pas rire. Une morale à 2 balles, écolo mais bidon, c'est nul. Le requin est excessivement mal fait. Alors, maintenant que j'ai vu quand même les extraits de The Flash, notamment sur certains effets spéciaux, je me demande si on ne devrait pas comparer en fait. Maintenant quand on voit un film vraiment avec des effets, voilà. Donc là je dirais que on est vraiment pas loin de The Flash. On est même un peu dedans en fait. Voilà, c'est atrocement mauvais. En plus le requin c'est un genre de mégalodon, mais qui ressemble même pas à un mégalodon. Enfin, ils ne font aucun effort. Et on le voit 5% du film, sincèrement. Donc c'est au-delà de l'escroquerie, mais c'est nul. Donc passez votre chemin totalement. Et on m'avait demandé ce que j'avais pensé de The Idol. J'avais fait une vidéo rapide sur le premier épisode, où je disais que j'avais pas trop d'avis pour le moment. Donc je regarde, voilà, chaque semaine je regarde. Là donc j'ai vu les épisodes 2 et 3. J'ai trouvé meilleur en fait, mais enfin pour moi c'est pas la série qui était annoncée. Enfin voilà quoi, ça reste quand même pas extraordinaire pour moi. Après je dois dire que Lily Rose Depp, de mon point de vue, elle joue extrêmement bien. Il y a quand même des scènes assez difficiles, notamment dans l'épisode 3. Je trouve qu'elle s'en sort vraiment très bien, quoi. Donc sachant qu'elle a pas une carrière délirante derrière elle, c'est assez prometteur, quoi. Et voilà, pour le reste, il y a des moments où je me dis que ça pourrait vraiment devenir intéressant, mais c'est tellement centré sur le BDSM et tous ces trucs là, enfin Dom Sub, enfin je trouve pas ça extraordinaire. Maintenant c'est pas débile non plus, voilà. J'ai toujours autant de mal avec The Weeknd, hein. J'ai vraiment un problème avec sa tête, c'est con à dire, hein, mais j'ai beaucoup de mal avec ce qu'il dégage, enfin ou ne dégage pas plutôt. Et je passe aux questions. As-tu été voir The Flash, et si oui, qu'en as-tu pensé? Alors The Flash, j'avais prévu d'aller le voir, figurez-vous. D'abord parce que j'étais un peu perplexe par les tweets de propagande faits par Stephen King et Tom Cruise, quand même 2 de mes idoles, Stephen King et Tom Cruise, donc bon, voilà. Et puis Michael Keaton, enfin voilà, les raisons évidentes que vous pouvez deviner, sachant que The Flash, je m'en bats les steaks, mais alors d'une force herculéenne.
vraiment. C'est un héros qui ne me parle pas du tout, j'ai jamais aimé, enfin, j'avais même pas accroché à la série des années 90 ou début 2000, je ne sais plus. Enfin voilà, le héros ne me parle pas du tout, et puis alors en plus le côté un peu humoristique, enfin moi c'est pas possible. Donc je m'étais dit oh allez, je vais me le faire à sa sortie, ce sera sympa, bon voilà, sans attente délirante non plus. Sauf que entre temps, j'ai eu tous les retours des avant-premières, et là c'était tellement catastrophique, et surtout parce que catastrophique à la limite chacun ses goûts, mais c'est que dès que j'écoutais un peu les gens argumenter, je décelais que ça allait pas me plaire non plus. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les raisons me parlaient, et je me disais ah ouais non mais oui en effet. Donc je me suis abstenu, puis après c'était un peu compliqué aussi d'y aller, puis après je me suis fait spoiler, enfin puis après je m'en suis foutu, donc bon, je le verrai quand il sera sur merege.com, mais sans aucune impatience, et enfin clairement c'est un ratage de plus. On verra bien. Après le bid est impressionnant, enfin s'il se confirme. C'est un échec commercial qui va faire mal, je pense. Connais-tu le film Borderland? Je viens de le découvrir et il m'a traumatisé. Alors oui, je connais le film Borderland, et je l'avais oublié, mais j'avais oublié. Ça fait longtemps que j'ai pas pensé, on va dire. Et je l'ai, et je l'adore. C'est un film complètement dingue. Alors je ne sais pas si tu as vu, j'imagine que oui, la version intégrale non censurée, parce que moi c'est la seule que je connaisse. Mais franchement, si vous avez pas vu ce film, alors je vous le recommande, c'est extraordinaire, mais vraiment. Et vous n'êtes pas prêt. Mais par contre, oui, il faut vraiment voir la version non censurée de préférence. Donc oui, donc je connais. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé cet autre film que j'avais rangé à côté parce que c'est un peu le même style, la même thématique et tout, que je vous recommande également totalement, Manhunt, qui est oufissime. Voilà, donc tout ça c'est des survival mais ignobles, hein. C'est ultra réaliste, et sans aucune pitié quoi. Donc voilà, Borderland et Manhunt, pour moi c'est vraiment le haut du panier quoi. Aimes-tu les films bis rital des années 70 et 80 comme Contamination, Atomic Cyborg, Les Guerriers du Bronx 1 et 2, Cannibal Holocaust, etc. Non, je les ai vus en vidéoclub quand j'étais gosse quoi, Les Guerriers du Bronx, Atomic Cyborg, putain, Cannibal Holocaust aussi, Les Guerriers du Bronx, tout ça je les ai vus, mais je les ai jamais revus, et c'était vraiment très très mauvais. Et je suis pas fan de nanar. Donc en fait quand t'es fan de nanar, je pense que c'est génial, vraiment. Mais Les Guerriers du Bronx et Atomic Cyborg, j'imagine d'ailleurs que si c'est pas déjà fait, Steve, ça doit être dans sa liste pour la chaîne revue. Mais non, c'est vraiment Atomic Cyborg, je crois que je l'ai revu quand même il y a genre 4-5 ans, pour un live, enfin, pour une émission j'allais dire, pour un live YouTube chez les copains. Et mon dieu, mais c'est un certain charme, enfin je comprends, mais bon, non, c'est pas non. Autre question, connais-tu l'excellent réal grec Nico Matsorakis? Pas du tout. Donc voilà, on comprend pourquoi je n'ai pas ma carte de cinéphile. Je n'en ai même jamais entendu parler, donc j'ai un peu honte, mais du coup je vais quand même aller voir un peu. Bon, j'imagine que on va basculer dans des trucs qu'il faut prendre au millième degré quoi. Mais parfois j'aime bien, mais c'est pas non, en fait non, c'est pas, je décroche quand même assez vite, puisque je sais plus qui me disait l'autre jour, La Mort au large c'est comme un nanar, et je disais bah non, enfin c'est un film pas très bon et avec zéro budget, mais pour moi c'est pas un nanar. Tu te marres pas toutes les 2 secondes parce que les répliques sont à chier par exemple. Idem pour Killer Clowns from Outer Space que j'adore, et d'ailleurs dont Steve a fait une vidéo il y a quelques temps. Il y a des gens qui disent ouais c'est du nanar et tout, mais pas du tout. As-tu vu les films Affaires privées dans lequel Richard Gere joue un flic ripou, et le film Paiement cash avec Roy Scheider? Paiement cash, ouais j'ai vu, j'avais adoré, je m'en souviens très bien. Affaires privées également, et de toute façon Richard Gere, c'est vraiment un acteur dont les chouettes films m'ont réjoui de ouf ces 20 dernières années quoi, un truc comme ça. Et d'ailleurs je sais plus à qui j'en ai parlé, et je voulais lui conseiller 2 films que j'avais oublié. Alors Arbitrage, dans 2 styles très différents, hein. Arbitrage, tuerie absolue, si vous ne l'avez pas vu, il faut vite réparer ça. Et Faussaire, alors donc là c'est un ton beaucoup plus léger, mais c'est fabuleux, c'est quand même absolument fabuleux, tiré d'une histoire vraie d'ailleurs.
Mais bon, lui, mais même, enfin, il y a énormément de films depuis la fin des années 90 même, où je trouve qu'il, voilà, lui, il est génial, ça c'est sûr. Mais les films sont extraordinaires, quoi, vraiment super bons. Enfin voilà. Connais-tu l'univers 2099 de Marvel paru dans les années 90? Absolument pas. Faut dire que dans les années 90, je lisais Spawn, voilà, et je crois que c'est à peu près tout en comics, quoi. J'avais arrêté tout le reste depuis longtemps, donc en fait, franchement, je savais même pas que ça existait. Je suis allé sur Google pour regarder, mais j'en avais jamais entendu parler. Donc je connaissais pas l'univers, ça c'est certain, mais je connaissais même pas l'existence du truc, quoi. Pas vraiment une question, mais avoue que tu nous as bien mitonné sur tes vinyles de séries d'enfance, ah oui, que tu annonces sans jamais les montrer. Alors oui, c'est sûr que bon bref, mais j'avoue, hein, par contre, comme je n'aime pas du tout le ton que tu emploies avec moi, je vais m'exécuter et on passera en revue ces fichus vinyles en fin de journal. Aimes-tu Bette Midler et c'est oui quel est ton film favori avec elle? Alors ouais, j'adore Bette Midler, enfin j'adore l'actrice, c'est un peu comme Cher, c'est-à-dire que aux États-Unis, Bette Midler, elle est très connue comme chanteuse également, et moi, bon, c'est pas du tout ma cam. Par contre, j'ai grandi, ado, j'ai découvert toutes ces comédies des années 80, après 90, et j'ai vraiment adoré. J'ai adoré aussi son personnage, enfin sa façon de jouer, son style, etc. Donc voilà. Et j'avais vu aussi, alors je l'ai pas sorti, donc je peux pas vous le montrer, mais il y a The Rose, qui est un film. Alors par contre, c'est pas drôle du tout, mais qui est un magnifique film. Et il y avait aussi un autre film d'ailleurs avec elle, un drame qui est génial. Enfin bref, en tout cas c'est une actrice que j'aime vraiment beaucoup. Mon film favori avec elle, je ne sais pas trop, faut que je réfléchisse. En attendant, pendant que je réfléchis, je vais vous montrer un petit peu par contre ceux que j'aime vraiment beaucoup. Alors celui-ci qui s'appelle Le Clochard de Beverly Hills, qui de façon assez scandaleuse n'a jamais, à ma connaissance, en France été édité en DVD, Blu-ray ni quoi que ce soit. Et qui est une comédie grinçante, voilà comme on savait en faire à l'époque, absolument génialissime, avec également Nick Nolte et Richard Dreyfuss au top, mais c'est un chef-d'œuvre. Ah ouais, et alors j'ai ce coffret là qui est génial, qui contient 4 comédies que j'adore. Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme? Bah c'est, alors ça s'appelait Ruthless People, je crois, en anglais. Enfin, ouais, voilà. Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme? Au fil de la vie, une chance pas croyable. Ah ouais, ça c'était vraiment excellent. Et quand les jumelles s'en mêlent, putain, mais les traductions de l'époque, c'est compliqué. Mais c'était quand même très bon. Et d'ailleurs, je rappelle que j'ai trouvé il y a pas longtemps pour rien, mais vraiment rien, la VHS de Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme, et c'est la VHS de Vidéo Club en fait, donc voilà, de Touchstone Vidéo. Voilà, donc comme on avait c'était le bonheur, la fiche est absolument du meilleur goût. Mais ça, c'est une comédie à hurler de rire. Donc, enfin, je vous en ai parlé un milliard de fois. C'est donc l'histoire d'un type dont la femme est kidnappée et qui, vu qu'il pouvait plus la saquer et que c'était que des emmerdes, est fou de joie et dit aux kidnappeurs de la garder. Et les kidnappeurs donc vont voir la meuf qui est dans la cave, etc. Ils lui disent mais vous entendez bien avec votre mari? Ah putain. Et donc là, elle est folle de rage et elle va devenir complice de ces kidnappeurs pour faire payer ce mec. Enfin, c'est génial et c'est très bien écrit, très drôle. Et voilà. Et c'est donc évidemment dans le rôle titre Danny DeVito, déchaîné avec Bette Midler au top. Enfin, bref. Donc voilà. Que penses-tu de Alain Souchon? Alain Souchon, j'en pense pas grand-chose. Enfin, plein de respect pour sa carrière, son style. C'est un mec qui a, de mon point de vue, jamais vraiment fait de compromis. Il a jamais vraiment dévié de sa patte, quoi. Et pour ça, j'ai plein de respect. Après, je connais pas parce que ça m'a jamais touché. C'est vraiment pas une musique qui me parle, enfin un style qui me parle, ni rien. Alors quand j'étais petit, j'aimais bien la chanson J'ai 10 ans. Je devais d'ailleurs avoir, même pas 10 ans à l'époque. Et après il y avait C'est comme vous voulez ou un truc comme ça, qui était un peu incisive, enfin un peu amère et tout, que j'aimais bien. Mais bon,
Que penses-tu des films de KPDP avec Jean Marais? Alors là par contre vraiment voilà, c'est vraiment beaucoup de mal. Donc voilà, j'ai dû en voir un ou deux à la télé quand j'étais jeune, très jeune, et c'est vraiment c'est un style de cinéma, ça me parle pas du tout, mais pas du tout. Que penses-tu de la collaboration entre Aerosmith et Run DMC? J'en ai parlé assez longuement d'ailleurs, de toute l'histoire de ce duo, comme une histoire assez dingue. Hein. Je sais plus quand, dans un live, je trouve que c'est une collaboration incroyable et surtout incroyablement importante. C'est la collaboration qui a vraiment ça a fait voler en éclats certaines frontières qui existaient vraiment hein, en plus hein, dans le milieu. Je parle même pas par rapport au public, c'est-à-dire les gens qui écoutaient ou du rap ou du rock ou des trucs comme ça. Il y avait quand même beaucoup de gens qui écoutaient les deux. Mais chez les artistes, c'était pas évident. Et là, vraiment, d'abord Walk This Way, c'est absolument extraordinaire. Et en plus, ça a scellé une forme d'amitié entre Run DMC et Steven Tyler et Joe Perry, qui est assez belle et qui a duré, enfin qui dure encore aujourd'hui. Alors bon, Run DMC, ils sont plus au complet évidemment, malheureusement, mais ça fait quand même super plaisir à voir. Que penses-tu des albums Nighttime de Killing Joke, Daydream Nation de Sonic Youth et Surfer Rosa des Pixies? Ce sont trois albums que je connais, mais ce sont trois groupes dont je ne suis pas fan. Donc Killing Joke, il y a une seule chanson que j'aime. Je l'aime beaucoup, par contre j'ai oublié comment elle s'appelle. Et les Pixies, j'ai aucun album. Pareil, il y a 2-3 chansons que j'aime bien, mais ça n'a jamais été mon truc. Et Sonic Youth non plus, encore moins même. J'entends que c'est très bien tout ça, hein, c'est trois groupes hein, d'ailleurs, hein, mais c'est pas mon truc. Connais-tu les films de Craft, l'original, pas le remake pourri, et un film d'horreur fantastique comique des années 80, Waxworks? The Craft, je l'avais vu à l'époque, je pense que je l'avais loué, parce que je me souviens pas être allé le voir au cinéma. C'était très sympa de mémoire, j'avais vraiment bien aimé. Le remake je l'ai pas vu, mais je vois ce que c'est, mais je l'ai pas vu. Waxworks, je l'ai vu également, mais alors là il y a tellement longtemps, j'en ai aucun souvenir. Alors si, je me souviens effectivement, oui, que c'est sur un ton fantastico comique quoi, mais il faudrait que je le revoie. Tu as vu le Batman de 1989 aux États-Unis, mais as-tu lu l'adaptation du film en comics? Ouais, je l'avais lu, mais à l'époque, donc celle qui était sortie à l'époque, je l'ai, hein, je l'ai quelque part, je ne sais pas où, mais je l'ai encore, parce qu'en plus je la trouvais super belle, enfin je trouvais les dessins super beaux. Une édition française Batman 1989 a été réalisée il y a environ 1 an et je l'ai trouvé très bien. Je l'ai pas lu, il faut absolument que je l'achète, et idem pour il y a eu 2 projets liés. Un sur Batman et un sur Superman, et il faudra absolument que je me procure les 2, mais ce n'est pas encore fait, donc je peux pas te dire. Après les retours apparemment étaient quand même assez positifs, même s'il me semble que pour Superman c'était un peu plus mitigé, enfin à voir. Pourrais-tu nous faire un top de tes albums préférés de Kiss? Alors je suis allé regarder, et honnêtement je me suis fait violence parce que je commençais à réfléchir et j'arrivais pas à me décider, évidemment, sachant que j'aime presque tous les albums de Kiss, pas tous mais presque tous, et que donc c'est très compliqué pour moi de sélectionner mes préférés. Je me suis limité à 4. Alors on va dire Dynasty, qui est voilà, pour moi absolument incontournable. Love Gun, faire vite, Destroyer, voilà, franchement ça n'étonnera personne, alors que celui-ci par contre ça va étonner tout le monde. Unmask, que j'adore pour sa prod, les refrains de ouf, voilà. Après je pourrais ajouter Creatures of the Night, qui a des morceaux de dinguerie, Lick It Up, il y en a plein, mais même sur Revenge, enfin en fait de toute façon c'est un de mes groupes préférés, donc voilà. Mais bon voilà, si j'étais obligé sous la menace d'en sélectionner quelques-uns, ça donnerait sans doute à peu près ça. Quel est ton disque préféré de Polnareff, et surtout par lequel commencer quand on est un néophyte total? Alors Polnareff c'est un peu particulier parce que c'est vraiment quelqu'un qui a eu, de mon point de vue, 3 carrières, enfin il y a 3 chapitres quoi. Il y a le premier chapitre, donc c'est les premiers succès des années 60-70, où forcément c'est un style d'arrangement de l'époque, même le ton, tout ça. Il y a des gens à qui ça parlera pas de facto quoi, en fait, parce que c'est forcément c'est une époque, bref. Ensuite il y a la période 80,
Donc je dirais c'est principalement les albums Bull et Incognito. Ensuite il y a la troisième période, mais enfin en fait c'est c'est la période à partir de l'album Kamasutra, donc 90, et ensuite le Live au Roxy, et puis après on n'a plus rien eu à nouveau pendant longtemps, je veux dire. Donc moi j'ai jamais fait secret que ma période préférée c'est celle des années 80, donc celle qui tourne autour des albums Bull, Incognito, et j'inclus également quand même Kamasutra, même s'il est sorti en 90. Voilà, moi ça c'est ce que moi je préfère de Polnareff, mais il y a un nombre de chansons que je vénère dans son back catalogue, c'est-à-dire dans les chansons vraiment des années effectivement 70. Voilà, un nombre énorme, immense. Mais je sais que forcément ça parlera pas forcément à tout le monde. Alors, exceptionnellement, moi j'aime pas les best-of, mais si quelqu'un par exemple effectivement me disait je connais vraiment rien du tout à l'univers de ce mec, à ses compos et tout, par quoi je commence, je lui conseillerais un best-of. Alors les best-of de Polnareff, comme on s'en doute, il y en a eu 1 milliard, mais alors vraiment il y en a eu beaucoup. Et les maisons de disques ont un peu abusé. Mais il y en a un pour moi qui sort du lot vraiment. Il s'appelle tout simplement La Compilation. C'est un double album. Et alors voilà, je vous le montre là. Celui-ci, il y a une sélection qui pour moi est assez impeccable et qu'on retrouve pas, parce qu'il y en a trop aussi dans les autres best-of quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que bon, là c'est le double CD. Et il y a quelques jours, j'ai trouvé, j'étais vraiment fou de joie, la version cassette qui est devenu ultra rare et que j'ai toujours voulu posséder parce que je trouvais l'objet génial quoi. Donc voilà, donc c'est tout simplement deux cassettes, hop, et avec également le livret qui est tout ça c'est format CD du coup, je trouve absolument génial. Donc moi je vous recommande ce best-of si vous voulez survoler vraiment l'univers de Polnareff sans perdre trop de temps. Ça fait quand même, il y a quand même pas mal de morceaux, mais c'est super bien équilibré entre toutes les périodes. Donc en fait, si tu survoles ça et que vraiment rien te parle et tout, c'est pas trop la peine d'insister. À l'inverse, si t'es accroché, tu vas te régaler. Que penses-tu du bif entre Michael Jackson et Spielberg à cause de l'adaptation de Peter Pan? Spielberg, il n'a pas été très classe avec Michael à plusieurs reprises. Après, je pense que Michael, sur ce coup-là, était un peu naïf. Michael Revel est acteur, il voulait faire du cinéma, et honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux pas. Voilà, je suis fan ultime de Michael, mais ça me rend pas aveugle non plus pour autant. Et aurait-il fait un grand acteur au sens où quelqu'un comme Spielberg pouvait l'entendre, j'en doute. Voilà, je l'avoue, hein, j'en doute. Parce que je pense que Michael n'aurait pas voulu esquinter son image de mégastar planétaire, etc., de la chanson qu'il avait tant travaillé à établir avec des rôles ou des scènes un peu XY. Après, il y a le problème de la franchise, et je trouve que Spielberg n'a pas été très franc, ou très clair, voilà, bref. Et tu es allé voir Mylène Farmer sur sa dernière tournée Nevermore 2023, l'as-tu déjà vu en concert? Donc non, je l'ai pas encore vu sur sa dernière tournée, mais je vais y aller. Donc je vais aller la voir à Paris la semaine prochaine, du coup. Et l'ai-je déjà vu en concert? Oui, pratiquement toutes les tournées jusqu'à je sais plus quelle année c'était la dernière tournée. Ah bah si, c'était Avant que l'ombre, il me semble, la toute dernière tournée que j'ai fait d'elle, mais sinon avant ça j'avais fait toutes les tournées, donc comme ça c'est clair. Et d'ailleurs je montre tous les billets dans ma vidéo sur les billets de concert, voilà, qui date d'il y a un petit moment, mais vous la trouverez sur la chaîne. Team Eddie Murphy ou Team Robin Williams? Team Eddie Murphy quand même, parce que Eddie Murphy, il y a trop de films que j'adore et j'ai un affect pour lui très particulier que j'ai pas du tout avec Robin Williams, même s'il y a plein de films que j'aime énormément avec Robin Williams, mais Eddie Murphy, ça va un peu au-delà de ça. Ça fait vraiment partie des acteurs que j'ai suivi tout le temps en fait, parce que j'adorais trop de films que j'adore avec Eddie Murphy.
il nous a bien déçus et bien fait mal, enfin moi en tout cas dans les années 90-2000, mais depuis quelques temps il y a à nouveau parfois des super trucs, donc voilà, moi je suis encore plein d'espoir pour le film de Beverly Hills qui s'annonce là, hein. Je sais pas si le tournage est fini ou pas, mais as-tu vu le biopic des Doors réalisé par Oliver Stone? Ouais, je l'ai vu et même revu il y a genre 15 jours, parce que j'avais participé à un live où on m'avait demandé de sélectionner les biopics musicaux préférés chez Nico Ciné, et j'avais sélectionné notamment The Doors, parce que c'est un film dingue, sans doute, enfin pour moi un des meilleurs Oliver Stone avec Wall Street et je ne sais quoi. Team Jamie Lee Curtis ou Team Sharon Stone? Alors Jamie Lee Curtis sans l'ombre d'un doute, même si Sharon Stone pour moi a fait beaucoup moins de films marquants, donc beaucoup moins de films qui m'ont touché ou impacté, mais Basic Instinct elle est quand même elle est bien flippose quand même, rien que pour ça quoi, je veux dire. Et mais bon, Jamie Lee Curtis, il y a tellement de films, et puis la meuf j'aime bien, un caractère, une forme d'audace, de franchise aussi sur voilà sa carrière, plein de trucs, un humour. C'est vraiment une personne humainement que j'aime beaucoup, Jamie Lee Curtis. Donc alors que Sharon Stone, pas trop. Je veux vraiment pas dire que humainement elle me plaise beaucoup cette femme. Enfin quand de ce que j'en vois parfois quoi. Et nous arrivons aux questions de l'ami Rudy. Comment expliques-tu que les hommes, femmes et enfants aimaient tant JR de Dallas? Je ne l'explique pas. Et on avait essayé de l'expliquer lors du live spécial Dallas chez Dirty Tommy il y a 2 mois ou un truc comme ça. Et on n'a pas vraiment réussi. On a juste réussi à faire le constat du phénomène qui était complètement incroyable. Ça n'aurait pas dû parler, par exemple, aux enfants, mais même aux femmes. Enfin, genre le mec est misogyne. Enfin, c'est très intéressant. Très intéressant. Il y a forcément une explication, mais je ne l'ai pas. Comment le jeune Alex a-t-il vécu la rencontre entre Serge Gainsbourg et Whitney Houston en 86? Franchement, j'étais un peu mal à l'aise parce que j'étais mal à l'aise, pas pour Whitney Houston, hein, donc je pense que on avait vu d'autres, hein, elle a fait l'offenser, mais ça faisait un peu de peine. En fait, j'ai compris que ça faisait marrer tout le monde et tout. Serge, allez, énorme et tout. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était pas hyper, il en ressortait pas hyper grandi et ça aurait été drôle dans le privé, quoi. Mais bon, là, c'était avec Foucault, il me semble, en plus. Enfin, c'était vraiment pas, c'est pas comme s'il avait été. Il aurait fait ça avec Ardisson ou je ne sais quoi, tu vois. Il y aurait eu toute une ambiance, un truc, mais là j'en ai pas pensé grand chose, enfin en tout cas je trouve pas que c'est génial ni rien quoi. Est-ce qu'en 87 John Rambo aurait buté le Predator plus rapidement que Schwarzenegger? Mais évidemment, mais lol quoi. Je ne comprends même pas qu'on puisse se poser la question, là, je plaisante. Mais non, en fait non, je plaisante pas. Non, je pense que John Rambo aurait buté le Predator ouais, plus rapidement, j'en suis même absolument convaincu. Est-ce que tu voudrais voir Nicolas Cage jouer le Joker au cinéma un jour? Non, parce que c'est trop prévisible en fait. C'est-à-dire que j'imagine déjà comment il le ferait en fait. Alors je me trompe peut-être, mais c'est trop évident. Nicolas Cage en Joker, non, c'est trop facile. Donc maintenant, ça me brancherait pas du tout, j'avoue. Où était le jeune Alex le samedi 2 mars 91 lors de la mort du grand maître Jedi Serge Gainsbourg? Et qu'est-ce que tu t'es dit quand tu l'as appris? J'étais au bahut, ça je me souviens très bien, donc j'étais en cours quoi. Et je l'ai appris un soir, en rentrant des cours en fait. Je suis rentré et je l'ai appris. Je me suis dit que finalement il avait quand même, hormis la tristesse et tout, je me suis dit qu'il avait quand même eu une putain de vie quoi. Enfin, que finalement voilà quoi, il aurait pu encore vivre plus longtemps évidemment, mais je sais que bon, on lui en parlait, hein, de toute façon, des risques qu'il prenait, etc. Voilà, un mélange de tristesse et en même temps de, pas de tendresse, mais de me dire, de respect. Enfin, je me suis dit putain, mec, respect quoi. Mais bon, ça faisait quand même mal.
Team Rambo de l'émission ou Team Jésus de le retour. Alors moi j'ai jamais fait mystère, que je préfère les inconnus aux nuls par exemple, et que quand j'étais gamin, enfin ado, toutes les émissions spéciales, les parodies d'émissions de télé des inconnus, mais j'en pleurais de rire. Alors que Objectif Nul, tout ça, ça me faisait beaucoup marrer aussi, mais moins, enfin ça me faisait beaucoup sourire. En fait, les nuls ils me faisaient beaucoup sourire. Mais les inconnus, j'en pouvais plus. Vraiment, je riais comme un fou. Voilà, maintenant, évidemment, Rambo 2, la mission, contrairement à certains qui ne cessent de juger ce film avec plus de dureté en fait au fil des ans. Moi non, je l'adore, j'ai toujours adoré pour ce qu'il est, et ça changera jamais quoi. C'est un film extraordinaire pour moi. Donc non. En 86, lors de l'émission Apostrophe, Gainsbourg parle d'art mineur et majeur concernant la musique dite populaire, et c'était même clashé avec Guy Béard, autre moment culte de la télévision. Personnellement, si je considère Gainsbourg comme un véritable maître que j'aime radicalement, je ne suis pas d'accord avec lui, car pour moi il est la preuve concrète avec d'autres, Paul Naref, Michael Jackson, Prince, Bowie, Stevie Wonder, les Beatles, etc., que ce qu'il dit est faux. Par contre, est-ce que tu dirais que la musique ou le cinéma des 20 dernières années est de l'art majeur? Alors, je me souviens pas du tout de ce dont tu parles en fait. Donc, si je te comprends bien, Serge disait que la musique populaire, donc la pop n'était pas un art majeur, si je comprends bien, et tu ne serais pas d'accord avec lui. Moi je suis pas du tout d'accord avec lui si c'est ça qu'il a dit, ouais, effectivement. Mais après, il y a plein de trucs où je suis pas d'accord, enfin, avec ce qu'il pouvait penser. Enfin, mais là, je suis un peu étonné qu'il l'ait dit. Était-ce vraiment ce qu'il pensait, parce qu'avec Serge, faut se méfier. Mais enfin, si c'est carrément gueuler à Guibert, ouais, je pense que c'est ce qu'il pensait. Mais non, je suis pas du tout d'accord. Et je te rejoins, enfin maintenant pour moi la musique populaire est totalement devenue un art majeur, même si ce n'est pas la majorité de son catalogue, enfin je sais pas comment dire en fait. C'est effectivement dans la pop musique, les trois quarts, je peux comprendre que oui, c'est pas un art majeur, enfin pour beaucoup de gens. Maintenant, sachant que factuellement la pop musique, dedans, comme tu dis d'ailleurs, hein, il y a Bowie, enfin il y a donc t'as Cure, enfin t'as un milliard de trucs, enfin qui sont pour moi vraiment de l'art majeur quoi. Pour le cinéma, idem. Et alors par contre pour les 20 dernières années, de mon point de vue, c'est de la merde. Donc, voilà, c'est mon côté vieux con réac, mais pour moi vraiment le niveau a chuté, mais c'est au-delà de chuter. Enfin, donc pour moi non, pour moi en musique comme en cinéma, de façon globale, c'est moins flagrant. Alors je peux pas dire que c'est pas un art majeur, le cinéma et la musique, enfin, que ce sont pas des arts majeurs, mais je peux dire que c'est beaucoup moins évident. Voilà, c'est beaucoup moins évident à travers ce qui est produit qu'à une époque. Voilà, ça pour moi c'est certain. Team Louis de Funès ou Gérard Depardieu? Louis de Funès complètement, parce que Louis de Funès, trop de bons souvenirs quand j'étais enfant, et voilà, où les films passaient à la télé et je les adorais tous, mais tous, et surtout pour la leçon que finalement j'ai pris en grandissant et en constatant que ce qui m'avait fait rire quand j'avais 5-6 ans ou 7 ans me faisait toujours autant rire en fait à 27 ou 30 ans, mais un peu différemment, parce que voilà, en tant qu'adulte ton regard n'est plus le même, donc tu ris différemment et tout. Et ça pour moi c'est vraiment le génie comique. Enfin, Louis de Funès, c'est vraiment une énigme pour moi. Enfin, c'est un peu un cas unique dans le cinéma français de comédie quoi, parce que effectivement il va faire rire un enfant par exemple, mais il va aussi faire rire un adulte, et c'est pourtant sur la même scène, hein, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Et voilà, enfin voilà, Louis de Funès de très 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 loin, même si Gérard Depardieu a été un immense acteur, pour moi c'est devenu une caricature quand même de lui-même, et puis bon, humainement c'est pas fifou, mais voilà, de toute façon il n'y a pas photo pour moi.
Est-ce que tu penses que si Michael Jackson avait finalement pris les titres créés par les Neptunes donnés à Justin Timberlake, la carrière de Invincible aurait été différente? Ah putain, une super question. Et je me souviens à une époque sur le forum américain, le principal là, ils en parlaient. Ouais, je fais partie des gens qui pensent que factuellement les compositions étaient bien meilleures. Et je me rappelle d'ailleurs que quand Justin Timberlake a sorti cet album, je me suis dit putain, mais si Michael avait chanté et sorti ses singles, quoi. Quand tu compares You Rock My World avec Rock Your Body de Timberlake, personnellement, ça fait très mal. Il y a quand même une chanson ultra faible, sans aucune originalité, sans aucune inspiration, qui est dans You Rock My World, et une autre qui défonce tout, quoi, et qui en plus vraiment se prête tellement au chant de Michael. Enfin, il en aurait fait un truc, bref, peu importe. Mais j'étais hyper triste du coup, immense gâchis, et je suis certain, mais certain, que ça aurait été des tubes sans aucune commune mesure. Comment expliques-tu que certaines des grosses mégastars de la musique des années 80, comme Prince, George Michael, Michael Hutchence, Whitney Houston, MJ, etc., soient mortes, seule Madonna est encore vivante, alors que des mecs comme les Stones sont toujours en vie? Ouais, et puis on peut parler aussi de Paul McCartney. J'ai vu une vidéo de lui l'autre jour, mais j'étais choqué, quoi. Positivement choqué, je veux dire. Incroyable la pêche du mec, quoi. Alors ça, je l'explique pas du tout, parce qu'en plus on parle de, c'est comme Iggy Pop, les Scoopers, il y a plein de, il y a pas mal de cas quand même, hein, où t'es vraiment impressionné. Et c'est vrai que pour moi il y a un facteur chance, et il y a un facteur, il y a quand même un gros facteur chance, je pense, quoi. Enfin, quand tu vois Mick Jagger, la vie de Mick Jagger, on peut pas dire ouais, mais Mick Jagger il s'est jamais drogué. Il a jamais été accro aux opiacés, donc ouais, non. Non, il a tout fait, Mick Jagger, mais il a survécu à tout, c'est incroyable. Voilà, je sais pas, je ne sais pas, mais c'est vrai que je me suis déjà fait cette remarque. Je me suis dit, putain, c'est dingue, on est en train de perdre tout le monde. Enfin, je me souviens qu'à un moment, je me disais, les mecs, ils tombent tous comme des dominos, quoi. Comme tu dis, en plus, hein, de cette époque, il nous reste que Madonna. On a quoi? Madonna, Springsteen, les gros, quoi, je veux dire, hein, de ces années-là. Voilà, il y a encore YouTube, des trucs comme ça, mais on a quand même perdu énormément de méga stars, quoi. Et ces mecs-là, ouais, il y en a d'autres, ça court toujours, quoi. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial, et en même temps, voilà, ça fait un peu de peine, évidemment. Et c'était la dernière question de cette sélection. Donc je vais m'arrêter là, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est parti avec les vinyles de mon enfance magique. Alors les 33 tours, je vais démarrer par ça. J'ai plus grand chose. Je précise que c'est que des trucs d'origine, parce qu'il y en a certains qui ont été réédités il n'y a pas très longtemps. Mais là, non, là c'est les vieilles éditions. Alors d'abord, les Héros de l'espace, bande originale de feuilletons télévisés et de films, s'il vous plaît, un peu de précision. Je sais plus comment je l'ai eu. Je crois que je ne sais plus. En fait, je ne sais plus. Je crois qu'il vient d'une Fnac, un truc comme ça, mais quand j'étais vraiment tout petit, du coup. Et voilà, donc ça me faisait totalement rêver, puisque on avait Sankukai, Goldorak et Albator, qui étaient voilà, vraiment les séries que je vénérais complètement. Et donc voilà, donc franchement c'était assez cool, parce que c'était assez complet, quoi, en vérité, quoi. Donc voilà. Hop, ensuite un disque que j'ai adoré. Ah putain, la bande originale de Ulysse 31, voilà, une des séries vraiment que j'ai vénéré dans mon enfance. Donc voilà, bon, avec absolument, enfin c'était un vrai album là, c'était complètement dingue. Et le générique magnifique de Ulysse 31. Alors ensuite j'ai un maxi 45 tours, même s'il se vendait je crois comme un album. Goldorak version 82. Et voilà, où on a non pas le tout premier générique, c'était pas le tout premier d'ailleurs, mais enfin on n'a pas le générique de Noam,
Mais on a ceux de Lionel Leroy qui étaient géniaux. Enfin, moi j'en ai déjà parlé dans des lives, qui étaient hyper musclés, limite hard rock. Enfin, je trouvais ça génial. Donc voilà, et on a une aventure même de Goldorak, et ensuite, si je comprends bien, deux karaokés. C'est fabuleux. Et le dernier 33 tours que j'ai, voilà, celui-là je sais qu'il a été réédité il n'y a pas très longtemps, mais là c'est le... Hop, on va enlever ça. C'est la version d'époque. Voilà, donc l'album de Goldorak au cinéma. Enfin, comme au cinéma, il y avait marqué. Voilà. Donc, et que j'étais allé voir au cinéma. Hein. J'avais supplié mon père, je me souviens. Et étrangement, il avait voulu me faire plaisir. Et on était allé voir Goldorak au cinéma. Je pense qu'il avait bien souffert. Alors, les 45 tours. Là, par contre, il y en a quelques-uns. Et c'est ceux, pareil, hein, c'est ceux d'époque voilà, qui me restent. J'en ai perdu, évidemment. Alors les livres disques, si c'est pas magnifique ça, 20 000 lieues sous les mers, et je me souviens extrêmement bien, tout enfant, quoi, d'avoir regardé cette pochette, d'avoir tourné les pages en écoutant. J'étais à la fois flippé, enfin c'était génial. J'en ai un deuxième, ouais putain, alors celui-là il me faisait une peur, Pierre et le loup. Franchement, la musique, mais en fait, et je crois que encore aujourd'hui la musique me fout les jetons. Surtout les passages où alors attendez, parce que ça c'est un truc que j'ai pas réécouté depuis donc plus de 40 ans, quoi. Mais il me semble qu'il y a un moment où le lecteur interpelle Pierre, quoi. Genre attention, attention, machin, etc. Et putain, j'étais horrifié d'écouter ça. Après, franchement, ça, j'écoutais ça, j'étais tout petit, quoi. Ensuite, la bataille des planètes, Opération Dinosaure, avec le magnifique logo de TF1. Donc là, pareil, hein, une histoire, c'est Zarksek. Voilà, l'histoire de la bataille des planètes. À Force G. Ensuite, donc Casimir et le concours de chansons. Alors ça, j'avoue que j'en ai aucun souvenir. Mais voilà, quoi. Je sais pas quoi dire. Ah ouais, je me souviens de l'album. L'album, j'avais des potes qui l'avaient et j'étais hyper jaloux alors que je savais même pas ce qu'il y avait dessus, tu vois. Mais c'était juste par principe, tu vois. T'es petit, tu rêves d'avoir le 33 tours de l'île aux enfants. Voilà. Alors ensuite, Jace et les conquérants de la lumière, parce que et ça c'est étrange parce que j'étais pas très fan de cette série, mais j'adorais le générique et je l'adore toujours, hein, d'ailleurs. J'adorais le générique, mais rien que la voix du type, enfin mais tout, enfin très heavy metal, hein, d'ailleurs, là encore à nouveau. Alors le village dans le nuage. Alors on fait des bons, on fait des bons. Donc voilà le générique. Ensuite, ah ouais, ensuite j'en ai deux. Alors ensuite j'en ai deux. Hop, j'ai Bomber X. Voilà, que j'aimais beaucoup comme série. Et j'aimais beaucoup le générique également. Les arrangements, tout ça, enfin voilà, très puissant, etc. XOR, alors XOR, je suis un peu étonné de l'avoir parce que c'est une série que j'avais jamais vraiment appréciée, mais je sais pas. Je me souviens même pas, en fait, franchement, je me souviens même pas. Peut-être que c'est un pote qui me l'avait filé, je ne sais pas. Parce que j'ai jamais été fan. Alors Spectreman, par contre, oui. Ça, par contre, Spectreman, j'ai honte, mais j'étais fan. Et voilà, donc là d'ailleurs, on avait le générique et Spectreman contre Dr. Gory. Alors ensuite Sankukai, donc là par contre c'est même pas que j'étais fan, c'est que c'était en adoration, quoi. Alors ça c'est une des versions, parce que aussi l'autre version ici est d'ailleurs la guerre, qui a été donc j'allais dire samplée, mais non, mais volée en fait, pillée par Kavinsky sur son premier album, sans aucun crédit ni rien, quoi. Et là, la version normale, classique, parce que Sankukai, ouais, j'ai visiblement un peu collectionné, je sais pas, ou alors je suis tombé sur les trois
à des moments différents et j'ai voulu les 3. C'est très possible. Donc voilà. Alors le 45 tours du 1031. Le 45 tours d'Albator 84. Alors, un de mes préférés, donc le 45 tours d'Albator 78. Enfin le tout premier quoi, en fait, tout simplement. Où on pouvait colorier Albator. J'avais un pote qui l'avait colorié et il avait tellement bien colorié qu'en fait on voyait plus rien. On voyait plus rien du tout. Goldorak, le prince de l'espace, interprété par les Goldies. C'est voilà, un truc de qualité. Ah mais c'était extrait de ce truc là, dites donc. Je me souvenais pas. Et alors là c'est le. Mais j'en ai combien? Alors là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah oui non. J'ai la version 45 tours du générique en fait de la version, enfin la diffusion en 82 de Goldorak, donc c'est l'aventure continue par Lionel Leroy, donc ça c'était le 45 tours du maxi, enfin de l'album en fait, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Et on termine avec le cultissime générique de Noam. Voilà, que j'ai même en double, je ne sais pas pourquoi, peut-être que quelqu'un me l'a offert et qu'il y en a un, c'est celui que j'avais quand j'étais petit, je ne sais pas. Voilà, je l'ai 2 fois. Voilà, avec ça, ces 2 dessins qui me faisaient rêver, mais voilà, quand j'étais évidemment pas très vieux. Et c'est tout, les amis. Donc on va s'arrêter là. Mais en tout cas, c'est fait.